La solitude ne vous tue pas. Ce qui vous tue, c'est de croire que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sauver. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai découvert après 20 ans de consultation. La plupart des personnes qui arrivent dans mon bureau, complètement brisées, dévastées, sentant qu'elles n'en peuvent plus, ont quelque chose en commun. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'anxiété au sens classique. C'est quelque chose de bien plus profond et douloureux. Elles ont mis leur bonheur, leur paix mentale, leur capacité à fonctionner dans ce monde entre les mains d'une autre personne. Et cette personne est partie, ou n'a jamais vraiment été là, ou est là, mais pas de la manière dont elles avaient besoin. Et voici ce qui est brutal, ce qui fait vraiment mal. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que nous avons besoin de quelqu'un à nos côtés pour être complets, que si nous sommes seuls, c'est que quelque chose ne va pas chez nous, que l'amour, la compagnie, la validation externe est ce qui nous donne de la valeur. Et cela, cette croyance si enracinée dans notre culture, dans nos familles, dans tout ce que nous voyons dans les films et les chansons, nous détruit de l'intérieur. Avant de continuer, si quelque chose de ce que je dis résonne en vous, si vous sentez que ce sujet vous touche de près, laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Je veux savoir que vous êtes là, que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et si ce contenu vous aide, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai besoin que ce message atteigne plus de personnes qui souffrent en silence. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui. Il y a une différence abyssale entre être seul et se sentir seul. Et il y a une différence encore plus grande entre avoir besoin de quelqu'un et aimer quelqu'un. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut changer radicalement votre façon d'interagir avec vous-même et avec les autres. Mais j'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin, car il y a un outil pratique, quelque chose que j'ai vu fonctionner maintes et maintes fois en consultation qui va transformer votre vie. C'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur le cerveau et la solitude, et je l'expliquerai à la fin de cette vidéo. Quand nous naissons, nous sommes complètement dépendants. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie pure. Un bébé qui ne reçoit pas de soins meurt. C'est aussi simple et aussi cru que cela. Notre cerveau vient programmer avec un système d'alarme qui s'active lorsqu'il perçoit l'abandon, car pendant des milliers d'années d'évolution, être seul signifiait une mort certaine. Un bébé abandonné dans la savane ne survivait même pas 2 jours. Cette programmation ne disparaît pas quand nous grandissons. Elle reste là, au plus profond de notre amygdale, cette partie primitive du cerveau qui gère la peur et la survie. C'est pourquoi, quand quelqu'un nous quitte, quand on nous rejette, quand nous sentons que nous ne sommes pas à notre place, ce n'est pas seulement une douleur émotionnelle, c'est votre cerveau qui interprète cette situation comme une menace réelle pour votre survie. C'est votre système nerveux qui s'active comme si vous étiez en danger de mort. Et voici quelque chose que très peu de gens savent. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre une menace réelle et une menace perçue. Pour votre amygdale, que votre partenaire vous quitte ou qu'un groupe d'amis ne vous inclut pas, cela active les mêmes zones cérébrales que si un lion vous poursuivait. Le cortisol monte en flèche, l'adrénaline inonde votre système. Votre corps entre en mode survie et quand vous êtes dans cet état pendant des semaines, des mois ou même des années, votre santé mentale et physique se détériore. J'ai vu des personnes en consultation avec des problèmes gastro-intestinaux, des insomnies chroniques, des douleurs musculaires inexpliquées, et quand nous approfondissons, nous découvrons que tout vient de cette peur de l'abandon, de cette sensation constante de ne pas être suffisant, d'avoir désespérément besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que je vois constamment et qui détruit des vies, la dépendance émotionnelle. Et je ne parle pas seulement de relations de couple toxiques. Je parle de ce besoin viscéral d'avoir quelqu'un pour vous dire que vous allez bien, que vous avez de la valeur, que vous êtes important. Cette sensation de vide insupportable quand vous êtes seul avec vous-même. Je me souviens d'une patiente, je l'appellerai Laura, bien que ce ne soit pas son vrai nom.
Laura est arrivée à mon cabinet après sa 3e rupture en 2 ans. Chaque fois qu'une relation se terminait, elle entrait dans une spirale de désespoir qui la poussait à chercher immédiatement une autre personne. Elle ne pouvait pas rester seule, même un mois. Elle me disait « J'ai besoin de sentir que quelqu'un m'aime, que quelqu'un pense à moi. Quand je suis seule, j'ai l'impression que je vais me désintégrer. » Et le plus douloureux n'était pas qu'elle choisissait mal ses partenaires, même si c'était le cas. Le plus dévastateur était que Laura n'avait aucune idée de qui elle était sans quelqu'un à ses côtés. Toute son identité était construite autour du fait d'être la petite amie de quelqu'un, l'amie de quelqu'un, la fille parfaite qui répondait aux attentes. Mais Laura, la vraie personne avec ses désirs, ses peurs, ses propres rêves, était une inconnue pour elle-même. Et c'est ce que je veux que vous compreniez, car c'est crucial. Quand vous ne savez pas qui vous êtes sans les autres, vous devenez un caméléon. Vous changez de couleur selon l'environnement, vous dites ce que vous croyez qu'ils veulent entendre, vous faites ce que vous croyez qui vous fera aimer. Et petit à petit, vous trahissez tellement vos propres besoins, vos propres valeurs, que vous arrivez à un point où vous ne reconnaissez même plus votre propre voix intérieure. Je dois vous parler de quelque chose qui est fondamental pour comprendre pourquoi la solitude fait si mal et pourquoi il est si important d'apprendre à la gérer. Il s'agit du cortisol, l'hormone du stress. Quand vous vivez dans un état constant de besoin, quand votre bonheur dépend de facteurs externes que vous ne pouvez pas contrôler, de si cette personne vous écrit, vous appelle, vous prête attention, votre corps est en alerte permanente. Le cortisol élevé de manière chronique fait quelque chose de terrible à votre cerveau. Il affecte l'hippocampe, la zone responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Il interfère avec votre capacité de concentration. Mais le plus grave est que lorsque vos niveaux de cortisol sont constamment élevés, votre cerveau commence à tout interpréter comme une menace. Vous entrez dans ce que j'appelle le mode survie chronique. Dans cet état, votre cerveau ne peut pas accéder aux fonctions supérieures, à la capacité de raisonner clairement, d'être créatif, de ressentir de la joie. Vous êtes piégé dans un circuit de peur et de besoin. Et le plus cruel, c'est que dans cet état, vous prenez les pires décisions. Vous vous accrochez à des personnes qui vous font du mal. Vous acceptez des miettes d'affection comme si c'était un festin. Vous trahissez vos propres limites encore et encore. Et voici quelque chose que je veux que vous gardiez à l'esprit, car nous y reviendrons à la fin. Quand je vous donnerai cet outil pratique que j'ai mentionné, il existe un moyen de reconfigurer votre réponse au stress, d'apprendre à votre cerveau qu'être seul n'est pas une menace. Mais pour y arriver, vous devez d'abord comprendre quelque chose de plus profond. La plupart de nos problèmes avec la solitude, avec le besoin d'approbation, avec cette sensation de ne pas être assez, ne commencent pas à l'âge adulte, ils commencent bien avant. Ils commencent dans l'enfance, et pas nécessairement parce que vous avez eu des parents terribles ou un traumatisme évident. Parfois c'est beaucoup plus subtil. Peut-être avez-vous grandi dans une maison où l'amour était conditionné à la performance. Vous étiez aimé quand vous aviez de bonnes notes, quand vous vous comportiez bien, quand vous ne causiez pas de problèmes. Vous avez appris que votre valeur dépendait de ce que vous faisiez, pas de qui vous étiez, et cette croyance est restée gravée dans votre système nerveux. Ou peut-être avez-vous eu des parents émotionnellement absents, pas nécessairement par méchanceté, mais parce qu'ils étaient occupés, stressés, aux prises avec leurs propres problèmes. Et vous, étant enfant, avez interprété cette absence comme « je ne suis pas assez important, je ne mérite pas d'attention, je dois faire quelque chose d'extraordinaire pour qu'on me voie ». Cette blessure primaire, cette sensation de ne pas être suffisant qui se forme dans l'enfance est comme un filtre à travers lequel vous interprétez toute votre vie d'adulte. Quand quelqu'un ne répond pas à votre message, ce n'est pas juste qu'il est occupé, c'est qu'il ne vous aime pas assez. Quand quelqu'un vous critique, ce n'est pas une opinion, c'est la confirmation que vous ne valez vraiment rien. Et vous vivez avec cette blessure ouverte, saignant de l'intérieur, cherchant désespérément quelqu'un pour la guérir. Mais voici ce que vous devez comprendre d'urgence.
Personne ne peut guérir une blessure que vous ne reconnaissez pas vous-même. Personne ne peut vous donner l'amour que vous ne vous donnez pas à vous-même. Nous devons parler de quelque chose qu'on nous a vendu depuis que nous sommes petits et qui ruine des vies. L'idée de l'amour romantique comme salut, l'âme sœur, la moitié d'orange, la personne qui va vous compléter, donner un sens à votre existence, résoudre tous vos problèmes internes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en romance, et c'est très dangereux, parce que c'est socialement accepté, voire célébré. Combien de chansons parlent de « je ne peux pas vivre sans toi, tu es ma vie entière, je meurs si tu pars ». Nous le voyons dans les films, dans les romans, sur les réseaux sociaux, et nous l'intériorisons comme quelque chose de désirable, comme la façon dont devrait être le véritable amour. Mais laissez-moi vous dire ce qu'est vraiment l'amour sain. L'amour sain, c'est quand deux personnes complètes, avec leur propre identité, leurs propres intérêts, leur propre capacité à être heureuses, choisissent de partager leur vie. Non pas en ayant besoin l'un de l'autre, mais en s'aimant, non pas pour combler un vide, mais pour s'ajouter l'un à l'autre. La différence semble petite, mais elle est abyssale. Quand vous avez besoin de quelqu'un, vous vivez dans la peur constante. Peur qu'il parte, qu'il cesse de vous aimer, qu'il trouve quelqu'un de mieux. Et à partir de cette peur, vous faites des choses toxiques. Vous devenez contrôlant, possessif, jaloux. Ou à l'inverse, vous vous annulez complètement, vous devenez invisible pour ne pas déranger, pour ne pas être abandonné. Quand vous aimez quelqu'un sans en avoir besoin, il y a de la liberté, il y a de l'espace pour être soi-même, il y a de la confiance. Et paradoxalement, ce type de relation est beaucoup plus solide, beaucoup plus profond que n'importe quelle relation basée sur le besoin. Je vais vous dire quelque chose que vous aurez peut-être du mal à accepter au début. La solitude n'est pas votre ennemi. La solitude peut être le meilleur cadeau que la vie vous offre. Pourquoi ? C'est dans la solitude, quand il n'y a personne d'autre, quand vous ne pouvez pas vous distraire avec les drames des autres, avec la validation externe, que vous avez vraiment l'opportunité de vous connaître. Et je sais que cela sonne cliché, comme ces phrases de développement personnel qu'on voit partout. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et le comprendre viscéralement dans ses cellules, dans son expérience vitale. Et cela n'arrive que lorsque vous osez être vraiment seul. Je ne parle pas de vous isoler du monde, je parle de construire une relation avec vous-même, d'apprendre à apprécier votre propre compagnie, de découvrir ce que vous aimez quand vous n'essayez d'impressionner personne. Ce que vous pensez quand vous ne répétez pas les opinions des autres, ce que vous ressentez quand vous vous permettez de ressentir sans jugement. J'ai eu des patients qui me disaient « Mais quand je suis seul, des pensées horribles m'envahissent. Je me sens inutile, vide, sans but. Et ça, précisément ça, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Ces pensées n'apparaissent pas parce que vous êtes seul, elles sont là tout le temps. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes entouré de gens, quand vous êtes occupé, quand vous avez des distractions, vous pouvez les ignorer, mais cela ne signifie pas qu'elles ont disparu. Voici la partie difficile, la partie que beaucoup de gens évitent toute leur vie. Pour s'en sortir, sans avoir besoin de personne à ses côtés, il faut faire un travail intérieur profond. Et ce travail est inconfortable, douloureux. C'est comme nettoyer une blessure infectée. Ça fait mal sur le moment, mais c'est la seule chose qui va vous guérir. Premièrement, vous devez identifier vos croyances limitantes, ces voix dans votre tête qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas l'amour, que vous serez toujours seul. Et vous devez comprendre d'où elles viennent, non pas pour les justifier, mais pour les voir pour ce qu'elles sont. Des interprétations, pas des vérités absolues. Je me souviens d'un patient, appelons-le Miguel, qui me disait « Je sais que je suis ennuyeux, c'est pour ça que personne ne veut être avec moi ». Et quand je lui ai demandé d'où il tirait cette conclusion, il s'est avéré qu'à 12 ans, lors d'une fête d'anniversaire, un groupe d'enfants ne l'avait pas inclus dans un jeu. Et il a interprété cela comme « je suis ennuyeux et personne ne m'aime ». Et cette croyance, formée à 12 ans par des enfants qui ne se souviennent probablement même pas de ce moment, avait dirigé sa vie pendant 20 ans. Il avait 32 ans et continuait de rejeter des opportunités sociales,
de saboter des relations potentielles, confirmant constamment sa propre prophétie, parce que notre cerveau est ainsi. Il cherche des preuves qui confirment ce que nous croyons déjà. Si vous croyez que vous êtes ennuyeux, vous allez interpréter chaque geste, chaque silence comme une confirmation, et vous allez ignorer toutes les preuves du contraire. Le travail intérieur implique aussi d'apprendre à réguler vos émotions. Et c'est la clé. Quand vous ressentez de l'anxiété, quand vous ressentez ce vide, cette douleur de la solitude, votre premier instinct est de chercher quelque chose d'externe pour le calmer. Un appel, un message, un verre de vin, de la nourriture, n'importe quoi qui vous distrait. Mais chaque fois que vous faites cela, vous renforcez le message que vous ne pouvez pas gérer cela seul, que vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un d'externe. Ici, je veux vous donner quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Votre système nerveux a deux branches principales. Le système sympathique, qui est celui du stress, de l'alerte, du danger, et le système parasympathique, qui est celui du calme, de la digestion, de la réparation. Quand vous êtes en mode besoin constant, votre système sympathique est hyperactif. La manière la plus rapide et efficace de changer votre état est à travers la respiration, mais pas n'importe quelle respiration. Cela doit être une respiration consciente, profonde, en allongeant particulièrement l'expiration. Quand vous expirez plus longtemps que vous n'inspirez, vous envoyez un signal direct à votre nerf vague, qui est comme le frein de votre système nerveux, disant à votre corps « tu es en sécurité ». Quand vous ressentez ce besoin viscéral de chercher une validation externe, quand l'anxiété de la solitude vous envahit, avant de prendre le téléphone, avant de faire quoi que ce soit, arrêtez-vous. Respirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Maintenez pendant 4 secondes et expirez par la bouche pendant 8 secondes. Répétez cela 10 fois. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Vous changez littéralement votre chimie cérébrale. Vous baissez le cortisol, activez la sérotonine, calmez l'amygdale. Et depuis cet état de calme, vous pouvez prendre des décisions conscientes au lieu de réagir par peur. L'un des plus grands problèmes que je vois est que beaucoup de personnes n'ont pas d'identité propre. Elles ont passé tellement de temps à faire ce que les autres attendaient, à plaire, à s'adapter, qu'elles ne savent pas qui elles sont vraiment. Et quand vous restez seul, quand vous n'avez pas ce miroir externe qui vous dit qui vous êtes, vous entrez en crise. Vous devez construire votre identité de l'intérieur. Et cela signifie vous poser des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Pas ce que vous croyez qui devrait vous passionner. Quelles valeurs sont non négociables pour vous? Quel type de personne voulez-vous être, indépendamment de si quelqu'un le voit ou le valorise? Et cela demande du temps et de l'espace. Cela demande des moments de silence, de réflexion. Cela demande d'essayer de nouvelles choses, de commettre des erreurs, de découvrir ce qui résonne avec vous et ce qui ne le fait pas. Vous ne pouvez pas faire cela tant que vous êtes constamment préoccupé par ce que pense l'autre, si vous lui plaisez, s'il vous accepte. L'une des questions les plus puissantes que vous puissiez vous poser est « Si vous saviez que personne ne vous jugerait, qu'il n'y a pas de conséquences sociales, que feriez-vous différemment dans votre vie ?» Et les réponses à cette question vont vous montrer à quel point votre vie actuelle est basée sur la peur du rejet et non sur ce que vous voulez vraiment. Voici quelque chose de fondamental et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers la confiance. Vous ne pouvez pas raisonner votre chemin vers le sentiment d'être suffisant. L'estime de soi, la confiance en soi, ne vient pas d'affirmations positives répétées devant le miroir. Elle vient de l'action. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait peur et que vous survivez, vous reprogrammez votre cerveau. Vous créez de nouvelles preuves que vous êtes capable, que vous pouvez gérer l'inconfort, que vous n'avez besoin de personne pour vous en sortir. Et cette preuve est beaucoup plus puissante que n'importe quel mantra. Commencez petit. Si vous avez peur de manger seul au restaurant, faites-le. Si vous avez peur d'aller au cinéma seul, faites-le. Si vous avez peur de voyager seul, commencez par une excursion d'une journée dans une ville voisine.
Chaque fois que vous faites quelque chose seul et que vous réalisez qu'il ne se passe rien de terrible, que cela peut même être agréable, vous gagnez du terrain. Et voici quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de devenir un ermite, de rejeter toutes les relations, de dire que vous n'avez besoin de personne, jamais. Les humains sont des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion. Mais il y a une différence énorme entre choisir d'être avec quelqu'un parce qu'il ajoute à votre vie et s'accrocher à quelqu'un parce que sans cette personne, vous vous sentez vide. Nous vivons à une époque où la comparaison est constante et inévitable. Des réseaux sociaux où tout le monde montre sa meilleure version, ses vies apparemment parfaites, ses relations idéales. Et vous, quand vous traversez un moment difficile, quand vous êtes seul, quand vous sentez que vous n'avez personne, vous regardez ces écrans et pensez « tous les autres ont tout résolu, sauf moi ». Mais c'est une illusion, c'est un mensonge. Je vois ce qu'il y a derrière ces photos parfaites. Je vois les crises de couple, la solitude profonde déguisée en popularité, l'anxiété écrasante cachée derrière des sourires. La réalité est que la plupart des gens luttent avec quelque chose. La plupart se sentent à un certain niveau seuls ou inadéquats. La comparaison est le poison du bonheur parce que toujours, vous allez trouver quelqu'un qui semble avoir plus, être plus, aller mieux. Et si votre bonheur dépend de vous mesurer aux autres, vous ne serez jamais en paix, ce ne sera jamais assez. Vous devez apprendre à courir votre propre course, à définir le succès selon vos propres termes, à comprendre que votre vie n'a pas à ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour être précieuse. Et cela, croyez-moi, est libérateur. Quand vous arrêtez de vous comparer, quand vous arrêtez d'essayer de rentrer dans un moule qui ne vous va même pas, vous pouvez enfin respirer. Il y a un beau paradoxe dans la vie. Quand vous essayez de vous montrer parfait, invulnérable, comme si vous n'aviez besoin de rien de personne, c'est là que vous vous sentez le plus seul. Parce que personne ne peut connecter avec une façade. Personne ne peut aimer un masque. La véritable connexion humaine nécessite de la vulnérabilité, nécessite de montrer vos peurs, vos imperfections, vos luttes. Et oui, cela fait peur parce que vous risquez le rejet, le jugement, mais cela vous ouvre aussi à la possibilité de connexion réelle, profonde, significative. J'ai vu des patients passer des années à se sentir seuls, même entourés de gens, parce qu'ils ne se permettent jamais d'être vulnérables. Ils ne montrent jamais ce qu'ils ressentent vraiment, ce dont ils ont vraiment besoin. Ils sont toujours en mode « je vais bien, il n'y a rien ». Je peux le faire seul. Et cela crée une distance infranchissable entre eux et les autres. Mais vulnérabilité ne signifie pas dépendance. Vous pouvez partager vos luttes, demander de l'aide quand vous en avez besoin, sans faire d'une autre personne votre bouée de sauvetage émotionnel. La différence est dans l'intention. Vous partagez parce que vous voulez de la connexion, pas parce que vous avez besoin que quelqu'un vous sauve. Nous devons parler de l'auto-soin. Mais du vrai, pas de celui qu'on vous vend sur Instagram avec des bains moussants et des bougies. L'auto-soin réel, c'est poser des limites quand vous avez besoin d'en poser, même si vous décevez quelqu'un. C'est dire non quand vous voulez dire non, même si on vous traite d'égoïste. C'est prioriser votre santé mentale, même si les autres ne le comprennent pas. L'auto-soin, c'est se lever chaque jour et essayer à nouveau, même si hier était horrible. C'est vous traiter avec la même compassion que vous auriez pour un ami qui souffre. C'est vous permettre de vous reposer quand vous êtes épuisé, non seulement physiquement, mais émotionnellement. C'est reconnaître que vous n'avez pas à être fort tout le temps, que vous n'avez pas à avoir tout résolu. Et surtout, l'auto-soin, c'est arrêter de chercher à l'extérieur ce que vous seul pouvez vous donner. Personne ne peut valider votre existence à votre place. Personne ne peut vous faire sentir suffisant si vous ne vous sentez pas suffisant. C'est une responsabilité que vous seul pouvez assumer. Cela signifie vous parler différemment, prêter attention à ce dialogue intérieur que vous avez toute la journée. Si vous vous parliez à vous-même comme vous parlez à votre pire ennemi, comment vous sentiriez-vous ?
Beaucoup de gens réalisent qu'ils sont incroyablement cruels envers eux-mêmes, d'une manière qu'ils ne seraient jamais avec personne d'autre. Quand vous êtes très concentré sur le besoin de quelqu'un à vos côtés, dans le vide de la solitude, vous perdez de vue quelque chose de fondamental, votre but. Et je ne parle pas nécessairement d'un but grandiose de changer le monde. Je parle de quelque chose qui donne du sens à vos journées, quelque chose qui vous donne envie de vous lever, quelque chose qui soit à vous. Cela peut être votre travail, si c'est quelque chose qui vous passionne. Cela peut être un projet créatif, aider les autres, contribuer à votre communauté, apprendre quelque chose de nouveau, maîtriser une compétence. L'important est que ce soit quelque chose qui vienne de vous, pas quelque chose que vous faites pour impressionner ou pour que quelqu'un vous valorise. Quand vous avez un but, quand vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que votre propre nombril, la solitude fait moins mal, non pas parce qu'elle n'importe pas, mais parce qu'elle n'est pas la seule chose qui vous définit, elle n'est pas le centre de votre existence. Vous avez quelque chose qui vous remplit, qui vous donne une identité, qui vous rappelle que votre vie a de la valeur, indépendamment de s'il y a quelqu'un partageant votre lit. J'ai vu des transformations incroyables chez des personnes qui, après une rupture dévastatrice, au lieu de chercher désespérément une autre relation, se sont investies dans quelque chose qui leur importait. Elles se sont inscrites à des bénévolats, ont repris des études abandonnées, ont commencé des projets toujours repoussés, et dans ce processus, non seulement elles ont guéri, mais elles se sont trouvées elles-mêmes d'une manière qu'elles n'avaient jamais expérimentée. Je vais vous donner quelque chose de très pratique qui fonctionne merveilleusement bien. Créez des rituels pour vous-même, de petites choses que vous faites juste pour vous, qui vous donnent du plaisir, qui vous connectent au moment présent. Cela peut être boire votre café le matin dans votre tasse préférée sans hâte, en savourant chaque gorgée. Cela peut être lire une demi-heure avant de dormir. Cela peut être marcher dans un parc spécifique chaque week-end. Ces rituels font deux choses importantes. Premièrement, ils vous ancrent, vous donnent une structure, quelque chose de prévisible au milieu du chaos émotionnel. Deuxièmement, et c'est crucial, ils vous apprennent à vous donner à vous-même ce que vous attendiez avant des autres. Ils vous apprennent que vous pouvez créer des moments de joie, de paix, de connexion, sans avoir besoin de personne d'autre. Et quand vous commencez à faire cela de manière cohérente, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie, vous commencez à apprécier le silence. La solitude devient quelque chose de nourrissant, au lieu de quelque chose d'effrayant. Et depuis cet endroit, depuis cette plénitude intérieure, vous attirez des relations très différentes. Parce que vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, vous cherchez quelqu'un avec qui partager votre plénitude. Il y a quelque chose dont nous devons parler et qui est fondamental pour s'en sortir. Le pardon. Et avant que vous ne pensiez que je vais vous dire de pardonner à celui qui vous a fait du mal, laissez-moi clarifier quelque chose. Le pardon le plus important, celui qui va le plus vous libérer, est le pardon envers vous-même. Combien de fois vous êtes-vous puni pour avoir mal choisi, pour avoir fait confiance à qui vous ne deviez pas, pour avoir supporté plus que vous n'auriez dû supporter? Combien de fois vous êtes-vous dit « Comment ai-je pu être si bête? Comment n'ai-je pas vu les signes? Pourquoi ai-je permis qu'on me traite ainsi ?» Et cette auto-flagellation constante, cette rancœur envers vous-même, vous maintient piégé dans le passé. Vous devez comprendre que vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez à ce moment-là, avec le niveau de conscience que vous aviez, avec les croyances que vous aviez. Cela ne signifie pas tout justifier, mais cela signifie lâcher le jugement cruel envers vous-même. Cela signifie reconnaître votre humanité, votre imperfection, votre droit à vous tromper et à apprendre. Et il y a aussi le pardon envers les autres, mais pas parce qu'ils le méritent, mais parce que la rancœur vous empoisonne. La rancœur, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Ça ne marche pas comme ça. L'autre ne s'en souvient probablement même pas ou est tellement pris dans ses propres problèmes que cela ne l'affecte pas. Pendant ce temps, vous vous consumez de l'intérieur, donnant du pouvoir sur votre vie à quelqu'un qui n'est plus là.
Pardonner ne signifie pas se réconcilier, ne signifie pas revenir ou faire confiance à nouveau. Cela signifie lâcher la charge émotionnelle, arrêter de revivre la blessure encore et encore dans votre esprit. Cela signifie récupérer votre énergie, votre paix mentale, pour pouvoir l'investir dans votre présent et votre futur. Et maintenant, comme promis au début, je vais partager avec vous quelque chose de vraiment transformateur. C'est un outil qui combine neurosciences et pratiques cliniques, et je l'ai vu fonctionner même dans les cas les plus difficiles. Cela s'appelle la technique de l'observateur compatissant, et cela fonctionne ainsi. Quand vous vous sentez submergé par la solitude, par ce besoin viscéral de contact, au lieu d'essayer de réprimer l'émotion ou d'agir impulsivement, vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez prendre une distance mentale par rapport à cette émotion. Imaginez qu'il y a une partie de vous qui peut observer ce que vous ressentez sans être emporté par cela, comme si vous regardiez un film de votre propre expérience. Et depuis cette position d'observateur, vous allez nommer ce que vous ressentez. Je ressens de la solitude. Je ressens la peur de l'abandon. Je ressens un besoin de validation. Le simple acte de nommer l'émotion active le cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, et diminue l'activation de l'amygdale. Vous éteignez littéralement l'alarme d'urgence. Et ensuite, depuis cette position d'observateur, vous allez vous parler avec compassion, pas avec pitié, avec compassion. Vous allez vous dire « Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal, et c'est ok de ressentir ce que tu ressens. » Et voici la partie cruciale. Vous allez vous rappeler une vérité fondamentale. Cette émotion est temporaire. Toutes les émotions sont temporaires. Ce que vous ressentez maintenant, aussi intense que ce soit, va passer. Et en attendant, vous êtes en sécurité. En ce moment, ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en danger réel. Pratiquez cela chaque fois que le besoin apparaît, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de chercher une validation externe. Avec le temps, vous allez créer un nouveau circuit neuronal. Vous allez entraîner votre cerveau à comprendre qu'être seul n'est pas une urgence. Et quand votre cerveau comprend cela, tout change. La reconstruction, s'en sortir sans personne à ses côtés, n'est pas facile. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des jours où vous sentirez que vous reculez, que vous n'avancez pas, que vous n'allez jamais aller bien, mais ces jours font partie du processus. La guérison n'est pas linéaire, ce n'est pas une ligne droite vers le haut, c'est un zigzag avec des avancées et des reculs, avec des bons jours et des jours horribles. Et dans les jours horribles, quand vous sentez que tout ce que vous avez travaillé s'effondre, vous devez vous rappeler quelque chose de fondamental. Un mauvais jour n'efface pas tous les progrès. Une rechute ne signifie pas que vous avez échoué. J'ai vu des gens qui, après des mois de travail, à se sentir de mieux en mieux, ont une journée terrible et se disent « Tu vois, je ne changerai jamais, je serai toujours comme ça ». Et ce n'est pas vrai. C'est votre cerveau en mode catastrophique qui interprète un moment difficile comme une sentence permanente. Ce n'est pas le cas. La reconstruction de soi-même est comme construire un muscle. Vous devez l'exercer constamment. Vous avez besoin de répétition, de cohérence. Et au début, ça fait mal. Au début, c'est inconfortable. Mais avec le temps, cela devient plus facile. Ce qui vous détruisait pendant des semaines vous affecte maintenant pendant des jours. Ce qui durait des jours dure maintenant des heures. Vous guérissez, même quand vous ne le sentez pas. Et dans ce processus de reconstruction, vous allez découvrir des choses sur vous que vous ignoriez. Vous allez découvrir des forces que vous ne pensiez pas avoir. Vous allez vous surprendre à gérer des situations qui vous auraient paralysé auparavant. Et chaque petite victoire, chaque moment où vous choisissez votre bien-être plutôt que le besoin d'approbation, construit une version plus solide de vous. Je sais qu'il y a une peur qui rôde, que vous n'osez probablement même pas verbaliser complètement. La peur que si vous cessez d'avoir besoin de quelqu'un, si vous devenez trop indépendant, si vous apprenez à être bien seul, alors vous resterez seul pour toujours. Comme si la capacité d'être bien sans personne vous condamnait à la solitude éternelle.
Et cette peur a du sens. Nous vivons dans une culture qui nous dit qu'avoir besoin est romantique, que la dépendance est le véritable amour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, basé sur des années d'expérience. Les personnes les plus attirantes, celles qui génèrent les connexions les plus profondes et saines, sont précisément celles qui n'ont pas besoin. Ce sont celles qui sont complètes en elles-mêmes et choisissent de partager leur vie. Pensez-y. Voulez-vous être avec quelqu'un qui s'accroche à vous par désespoir? Qui a besoin de vous pour survivre émotionnellement? Qui s'effondre sans vous? Ou préférez-vous être avec quelqu'un qui vous choisit chaque jour, qui est avec vous parce que vous ajoutez à sa vie et qu'il ajoute à la vôtre? Mais qui, si demain vous n'étiez plus là, même si cela ferait mal, continuerait d'avancer parce qu'il a les ressources internes pour le faire? L'indépendance émotionnelle ne vous éloigne pas de l'amour. Elle vous rapproche de l'amour réel, de l'amour sain, de l'amour qui n'étouffe ni ne contrôle, ni n'a besoin constamment de preuves et de confirmations. Elle vous rapproche de relations où il y a de la liberté, de la confiance, où vous n'êtes pas constamment en alerte que l'autre personne parte. Et si dans ce processus de guérison, d'apprendre à être bien seul, certaines personnes s'éloignent de votre vie, laissez-les partir, car c'était probablement des personnes qui profitaient de votre besoin, de votre dépendance. Et les relations construites sur le besoin ne sont pas des relations que vous voulez maintenir. Maintenant vient quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est libérateur quand on le comprend vraiment. Personne n'est responsable de votre bonheur. Pas votre partenaire, pas vos parents, pas vos amis, seulement vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale. Quand vous attendez que les autres vous rendent heureux, vous leur donnez un pouvoir énorme sur votre vie. Votre état émotionnel dépend de ce qu'ils font ou ne font pas, de ce qu'ils disent ou ne disent pas. Vous vivez dans des montagnes russes émotionnelles où vous n'avez aucun contrôle, et cela, à long terme, est insoutenable. Assumer la responsabilité de votre propre bonheur signifie comprendre que vous avez le pouvoir de créer une bonne vie pour vous, pas parfaite, car la perfection n'existe pas, mais bonne. Cela signifie arrêter d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver et commencer à vous sauver vous-même. Cela signifie devenir votre propre héros. Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de blâmer, vous arrêtez de vous victimiser. Vous arrêtez d'attendre et vous commencez à agir. Vous commencez à prendre des décisions basées sur ce que vous voulez vraiment, pas sur la peur du rejet ou de la solitude. Vous commencez à construire consciemment la vie que vous désirez au lieu de réagir constamment à ce que la vie vous apporte. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas demander de l'aide, que vous ne pouvez pas vous appuyer sur les autres, que vous devez être une île. Les humains ont besoin de soutien, de communauté, mais il y a une différence entre s'appuyer sur quelqu'un temporairement et faire de quelqu'un votre béquille permanente. Il y a une différence entre partager votre fardeau et transférer complètement votre responsabilité émotionnelle à un autre. Je veux que vous sachiez reconnaître quand vous progressez, car parfois le changement est si graduel que vous ne le remarquez pas. Vous guérissez quand vous pouvez passer un week-end seul sans ressentir ce vide insupportable, quand vous pouvez voir un couple heureux sans que cela vous fasse mal ou vous remplisse d'envie. Quand quelqu'un ne répond pas à votre message et que votre première pensée n'est pas qu'il vous déteste ou vous rejette. Vous guérissez quand vous commencez à choisir d'être seul plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Quand poser des limites ne vous génère plus autant de culpabilité. Quand vous pouvez dire non sans sentir que vous devez vous justifier pendant une demi-heure. Quand vous commencez à apprécier de petites choses, des moments simples, sans avoir besoin de les partager avec quelqu'un pour qu'ils soient valides. Vous guérissez quand vous pouvez parler de votre passé sans que votre voix ne se brise. Quand vous pouvez reconnaître vos erreurs sans vous accabler. Quand vous pouvez vous pardonner de ne pas avoir été parfait. Quand vous arrêtez de vérifier compulsivement votre téléphone en attendant un message de quelqu'un de spécifique. Quand votre bonheur ne dépend plus de variables que vous ne contrôlez pas.
Et vous guérissez quand vous commencez à attirer des personnes différentes dans votre vie parce que vous avez changé votre vibration, votre énergie. Vous n'émanez plus le désespoir et le besoin. Vous émanez la plénitude. Et cela attire des personnes saines, complètes, qui ont aussi fait leur travail intérieur. Une chose que vous devez faire consciemment est de changer l'histoire que vous vous racontez sur vous-même, car nous avons tous un récit interne, une histoire sur qui nous sommes, et cette histoire détermine comment nous vivons. Si votre histoire est « je suis quelqu'un qui finit toujours seul, qui n'est jamais assez, que tout le monde quitte », alors vous allez vivre à partir de cet endroit. Vous allez interpréter chaque événement à travers ce filtre et sans vous en rendre compte, vous allez vous comporter de manière à confirmer cette histoire. C'est une prophétie autoréalisatrice. Mais vous pouvez changer le récit. Vous pouvez décider consciemment de vous raconter une histoire différente, pas une histoire fausse, pas le déni de ce que vous avez vécu, mais une réinterprétation plus responsabilisante. Peut-être que votre nouvelle histoire est « Je suis quelqu'un qui a traversé des situations difficiles et en a appris. Je suis quelqu'un en processus de guérison. Je suis quelqu'un qui apprend à s'aimer et se valoriser. » Ce nouveau récit ne nie pas la douleur, ne minimise pas les difficultés, mais vous donne un rôle différent. Vous n'êtes plus la victime permanente des circonstances. Vous êtes le protagoniste de votre propre histoire de dépassement. Et depuis cet endroit, vous prenez des décisions différentes. Chaque fois que vous vous surprenez à tomber dans le vieux récit, dans la victimisation, dans le pauvre de moi, arrêtez-vous, respirez et reformulez consciemment. Oui, c'est difficile, et je choisis d'aller de l'avant. Oui, on m'a fait du mal et j'apprends à guérir. Oui, je suis seul maintenant et j'utilise ce temps pour me connaître et me renforcer. Bien que ce message porte sur l'apprentissage d'être seul, sur le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un de spécifique pour aller bien, je dois clarifier quelque chose d'important. Les humains sont des êtres tribaux. Nous avons besoin d'appartenir. Nous avons besoin de connexion. Ce dont vous n'avez pas besoin, c'est d'une dépendance toxique à une personne spécifique. Construire un réseau de soutien sain est fondamental. Des amitiés réelles, pas superficielles. Des connexions où vous pouvez être vulnérable, où vous pouvez demander de l'aide quand vous en avez besoin, où vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous écoute. Mais un réseau, pas une seule personne qui est tout pour vous. Et ce réseau n'a pas besoin d'être énorme. Vous n'avez pas besoin de 100 amis, vous avez besoin de 2 ou 3 connexions authentiques, des personnes avec qui vous pouvez parler sans filtre, qui vous disent la vérité même si ça fait mal, qui célèbrent vos réussites sans envie, qui sont là dans les moments difficiles sans condition. Et pour construire ce type de connexion, vous devez donner ce que vous voulez recevoir. Vous devez être vous aussi ce type d'amis. Vous devez être prêt à écouter, soutenir, être présent. Les amitiés profondes ne se construisent pas du jour au lendemain. Elles demandent du temps, de la vulnérabilité, un effort constant. Il y a aussi la communauté au sens plus large. Cela peut être un groupe de bénévolat, un cours que vous suivez régulièrement, un club de lecture, un groupe de sport. Des espaces où vous partagez des intérêts avec d'autres, où vous vous sentez partie de quelque chose de plus grand. Ce sentiment d'appartenance est nourrissant pour l'âme. Il y a une pratique qui a un impact profond sur votre bien-être émotionnel et que la plupart des gens sous-estiment, la gratitude. Et je ne parle pas d'une gratitude superficielle, de dire merci pour les choses évidentes. Je parle d'une gratitude profonde, d'entraîner votre cerveau à voir ce que vous avez, au lieu de vous obséder sur ce qui vous manque. Quand vous êtes en mode manque, quand vous êtes concentré sur l'absence de quelqu'un, il est impossible de se sentir bien. Votre cerveau cherche constamment ce qui manque, confirmant votre récit d'insuffisance. Mais quand vous commencez à pratiquer la gratitude activement, vous changez le focus de votre attention. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des choses difficiles, qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la solitude. Il s'agit d'équilibrer votre perspective. Chaque soir, avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là et qu'elles soient spécifiques, pas des généralités.
pas merci pour ma santé, mais merci parce qu'aujourd'hui, j'ai pu marcher 30 minutes et j'ai senti le soleil sur mon visage. Pas merci pour ma famille, mais merci parce qu'aujourd'hui, ma sœur m'a envoyé un message qui m'a fait rire. Cet exercice si simple, fait avec cohérence, recable votre cerveau. Vous commencez à remarquer plus les bonnes choses pendant la journée parce que vous savez que le soir, vous devrez vous en souvenir de 3. Vous entraînez votre cerveau à chercher le positif au lieu du négatif. Et avec le temps, votre état d'esprit général change. Et voici quelque chose d'intéressant. Quand vous êtes dans un état de gratitude, il est neurobiologiquement impossible d'être dans un état d'anxiété ou de peur en même temps. Ils ne peuvent pas coexister. Donc, la gratitude devient un outil pratique pour réguler votre état émotionnel. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons tout vite, guérir vite, changer vite, avoir des résultats vite. Mais le changement réel, le changement profond prend du temps et vous devez être patient avec vous-même dans ce processus. Vous aurez des jours où vous sentirez que vous avez reculé de plusieurs années. Vous aurez des moments où le besoin de quelqu'un à vos côtés sera si intense que vous voudrez tout jeter par la fenêtre et appeler cette personne, celle que vous savez ne pas vous convenir. Et c'est OK, cela fait partie du processus. L'important est que vous ne restiez pas là, que vous ne fassiez pas d'un moment difficile une décision permanente. La transformation personnelle est comme planter un arbre. Vous ne pouvez pas le planter aujourd'hui et espérer qu'il donne des fruits demain. Vous devez l'arroser tous les jours, même si vous ne voyez pas de changement. Vous devez avoir foi en le processus, et un jour, quand vous vous y attendrez le moins, vous remarquerez qu'il y a des bourgeons, qu'il y a de la croissance, que quelque chose change. Soyez gentil avec vous-même dans les jours difficiles. Parlez-vous comme vous parleriez à un petit enfant qui apprend quelque chose de nouveau et tombe constamment. Vous ne le gronderiez pas. Vous ne lui diriez pas qu'il est inutile. Vous lui diriez « C'est bien, relève-toi, tu te débrouilles très bien, chaque essai compte ». Vous devez vous parler ainsi à vous-même. Et comprenez qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée définitive. Il n'y a pas de point où vous dites « Ça y est, je suis complètement guéri, je ne ressentirai plus jamais de peur ou de solitude ». La vie est un processus constant de croissance, d'apprentissage, d'ajustement. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouvelles couches à travailler. Et ce n'est pas mauvais, c'est ce que signifie être en vie. Quand vous arrivez enfin à un point où vous êtes bien seul, où vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet, vous expérimentez une liberté qui est difficile à décrire. C'est comme si vous vous ôtiez un poids énorme que vous portiez depuis des années sans vous en rendre compte. Vous ne négociez plus constamment votre authenticité contre de l'acceptation. Vous ne faites plus taire votre voix pour ne pas déranger. Vous ne trahissez plus vos propres valeurs pour vous intégrer. Vous pouvez simplement être vous, avec toutes vos imperfections, avec toutes vos bizarreries, avec tout ce qui vous rend unique. Et si cela ne plaît pas à quelqu'un, c'est bien. Ce n'est plus une sentence de mort, c'est simplement une incompatibilité. Cette liberté vous permet de prendre des risques que vous ne prendriez pas avant, de poursuivre des rêves qui vous semblaient impossibles, de dire des choses que vous taisiez, de poser des limites que vous ne posiez pas, parce que vous n'opérez plus depuis la peur de l'abandon, vous opérez depuis un lieu de confiance en vous. Et paradoxalement, quand vous atteignez cette indépendance émotionnelle, c'est là que vous attirez les meilleures relations. Parce que vous ne cherchez plus par besoin, vous choisissez par liberté. Et les personnes qui se sentent attirées vers vous maintenant sont des personnes qui ont aussi fait leur travail, qui sont aussi complètes, qui peuvent vous rencontrer dans un lieu d'égalité et de respect mutuel. Je veux que vous pensiez à quelque chose qui va au-delà de vous. Quand vous apprenez à vous en sortir seul, quand vous brisez le schéma de dépendance émotionnelle, quand vous guérissez, non seulement vous vous aidez vous-même, mais vous brisez un cycle qui vient probablement de générations en arrière. Vous changez l'héritage que vous allez laisser. Si vous avez des enfants ou prévoyez d'en avoir, vous leur enseignez par votre exemple qu'ils peuvent être forts, qu'ils peuvent gérer l'adversité, que leur valeur ne dépend pas de l'approbation externe. Vous leur donnez le plus grand cadeau,
la capacité de s'aimer eux-mêmes. Et croyez-moi, cela va impacter leur vie entière. Si vous n'avez pas d'enfants, vous impactez les personnes autour de vous. Vos amis vous voient vous transformer et cela les inspire. Vos collègues remarquent votre force et cela leur donne de l'espoir. Vous êtes un phare pour d'autres qui sont dans l'obscurité. Et vous contribuez à créer un monde où les relations sont plus saines, où l'amour n'est pas confondu avec la possession, où l'indépendance n'est pas en conflit avec l'intimité. Vous faites partie d'un changement culturel désespérément nécessaire. Chaque fois que vous choisissez votre bien-être plutôt que le besoin d'approbation, chaque fois que vous posez une limite saine, chaque fois que vous vous traitez avec compassion, vous envoyez des ondes qui impactent au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous faites partie de la solution. Nous sommes arrivés à la fin de ce parcours ensemble et je veux vous laisser avec quelque chose, une invitation. L'invitation à vous choisir vous-même aujourd'hui et chaque jour, à vous engager dans votre propre guérison, même si c'est inconfortable, même si ça fait mal, même si ça prend plus de temps que vous ne le voudriez. S'en sortir sans personne à ses côtés ne signifie pas rejeter l'amour, rejeter la compagnie, devenir un ermite. Cela signifie construire une base si solide en vous que rien d'externe ne puisse vous renverser. Cela signifie être votre propre foyer, votre propre refuge, votre propre source d'amour et de validation, et depuis ce lieu de plénitude, permettre aux autres de s'approcher, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous les choisissez. Le chemin n'est pas facile. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Il y aura des moments où vous sentirez que c'est trop, que vous ne pouvez pas, mais vous le pouvez. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes beaucoup plus capable qu'on ne vous l'a fait croire. Et vous méritez une vie où vous n'êtes pas constamment en mode survie, où vous pouvez respirer, où vous pouvez être vous, sans peur. Et je veux que vous sachiez autre chose. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, que vous ayez consacré ce temps à écouter, à réfléchir, en dit déjà long sur vous. Cela démontre déjà qu'il y a une partie de vous qui veut guérir, qui est prête pour le changement. Honorez cette partie, écoutez-la, suivez-la. Maintenant, si ce contenu a résonné en vous, si vous avez senti que quelque chose de ce que j'ai partagé touche votre histoire, votre douleur, votre espoir, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi et pour toutes les personnes qui souffrent en silence. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, mais parce qu'en le faisant, vous vous dites à vous-même « Je m'engage dans ma guérison, je veux continuer d'apprendre, je veux continuer de grandir ». Mettez un j'aime à cette vidéo car l'algorithme a besoin de savoir que ce type de contenu est important. Qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages et chaque j'aime fait que cette vidéo atteint quelqu'un d'autre qui aujourd'hui sent qu'il ne peut pas, qu'il est seul, qu'il n'a personne. Mais surtout, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Dites-moi quelle partie de ce message vous a le plus touché. Dites-moi à quel point de votre processus vous êtes. Vous n'avez pas à raconter des détails intimes si vous ne voulez pas. Mais dites-moi quelque chose, parce que quand vous laissez un commentaire, vous vous connectez à une communauté de personnes qui sont sur le même chemin. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que nous sommes nombreux à essayer de guérir, à essayer d'être meilleurs, à essayer de construire des vies plus conscientes et plus saines. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui lutte avec la solitude, avec la dépendance émotionnelle, avec cette sensation de ne pas être suffisant, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois un message au bon moment peut changer une vie, peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour commencer son propre processus de guérison. Rappelez-vous, vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous devez juste apprendre à y accéder, à lui faire confiance, à l'honorer. Et ce processus, ce voyage de retour vers vous-même, est le voyage le plus important que vous ferez dans votre vie, car à la fin de la journée, la relation la plus importante que vous aurez est la relation avec vous-même. Toutes les autres sont secondaires. Merci d'être là. Merci de faire confiance à cet espace. Merci de vous engager
dans votre guérison. Default text.